On a des artistes comme Jul, comme Vianney, plusieurs centaines de top artistes chez Believe qui travaillent avec nous et qui sont internationaux. On parie beaucoup sur le développement. On va pas essayer de signer des top artistes. On va plutôt essayer de découvrir de nouveaux talents et de les faire monter un maximum. Il faut qu'on inspire l'innovation dans un cadre qui est réaliste. Et on le voit très bien avec la GenAI où les gens s'imaginent des cas d'usage qui en fait sont pas cohérents avec la réalité et on oublie tout un pan de cas d'usage qui eux pourraient avoir de la valeur ajoutée. Il y a une différence entre prendre la GenAI pour m'aider à réorchestrer ou réarranger un morceau ou etc. Ou je fais un album de A à Z. Bienvenue sur Partage d'écran, votre rendez-vous tech et digital dans les domaines du sport, des médias et des jeux vidéo, présenté par Globant. Je suis Paul Depré. Et je suis Monsieur Châtelier, mais vous pouvez m'appeler Gaël. Et aujourd'hui, on reçoit Antoine Jacuto, donc tu es CTO de Believe. Tout à fait. Eh ben, écoute, ravi de te recevoir aujourd'hui. On est pressé d'en savoir plus sur Believe, pressé d'en savoir plus aujourd'hui sur votre transfo. Je crois que vous avez un grand projet de transfo en cours. Mais avant toute chose, peut-être Gaël, les rappels pour nos auditeurs de nous suivre, de nous liker, etc. Carrément, ouais. Tu fais la petite pub? Ouais, le petit instant publicité. Partage d'écran est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à nous liker, mettre le pouce bleu, les petites étoiles. Ça nous fera du bien. Alors, c'est amusant. Antoine, j'ai vu que tu as commencé dans le théâtre. Donc, je pense que tu es la première personne que l'on reçoit qui a commencé dans le théâtre, qui se retrouve dans le monde de l'IT. Comment est-ce que ça s'est passé ? Écoute, c'était pas du tout prévu. C'était pas mon chemin de vie, en tout cas prévu à l'origine. J'ai toujours fait de l'informatique en hobby. J'ai toujours bidouillé depuis le plus jeune âge. Et en fait, j'adorais ça. Et donc, je voulais absolument pas en faire mon métier. Parce que c'était une passion et voilà, et je voulais pas détruire le côté fun de cette passion-là. Oui, c'est vrai que je suis parti dans le théâtre assez jeune. J'ai tourné sur plusieurs pièces. Enfin, j'ai travaillé dans le théâtre. Et ma femme est tombée enceinte. Je rentrais de tourner, j'avais rien derrière, et c'était fin des années 90, au moment de la bulle Internet. Et là, j'ai eu des propositions d'une start-up qui me demandait de venir l'aider pour gérer son IT central, qu'on avait marre de faire de faire tourner les stagiaires régulièrement. Et je me suis dit bah oui, c'est bien, je vais me prendre 6 mois je vais éviter de courir au cachet, je vais prendre 6 mois assuré, comme ça j'aurai un peu de sous quand mon enfant naîtra quoi. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un milieu que j'ai adoré, qui correspondait pas du tout à tu t'attendais pas à ça quoi. Non, en fait la vie de bureau, je pensais que c'était pas pour moi, enfin voilà, et Brésil. Un peu Brésil, ouais, peut-être ouais, peut-être un peu prétentieux à l'époque, j'en sais rien, voilà. Mais il se trouve que j'ai rencontré des gens super, des sujets super, et en fait, j'ai cascadé, et puis 25 ans plus tard, voilà, j'en suis là. Donc pas du tout prévu, mais finalement très beau chiffre de parcours. D'accord. Et quand tu dis que tu commençais à bidouiller, c'était quoi sur de l'Apple II, sur ce genre de choses là ou... Sur l'Apple II, sur le Commodore 64, sur des compatibles IBM, etc. Et donc ça fait 25 ans que tu es dans l'IT. Ton parcours est assez divers, on va dire, entre mano, j'ai eu VP, enfin vente privée. Rien qui se rapproche du monde du spectacle ou de la musique. Et aujourd'hui, tu es chez Believe. Donc Believe, c'est une plateforme qui aide les artistes à se promouvoir et à se distribuer. Tu me diras si je me trompe. Qu'est-ce qui t'a rapproché de Believe ? T'as voulu revenir vers le monde du spectacle ou pas du tout ? Alors, pas du tout, c'était plutôt opportuniste. Moi, il y a une chose que j'adore dans la tech, c'est que ça me permet de voir des milieux complètement différents. Comme tu disais, j'ai fait pas mal de retail, mano, VP, j'ai fait de la fintech, j'ai fait de la recherche fondamentale, j'ai fait pétrole, gaz, shipping, etc. Et je trouve que c'est assez magique parce que ça permet de croiser des milieux complètement différents, avec un cœur de métier qui reste quand même le même, mais en revanche avec des objectifs, des outcomes, des besoins, etc. qui sont complètement différents et surtout une population différente. Et c'est ultra enrichissant de pouvoir rencontrer autant de personnes de bords différents et avec des contraintes différentes. Donc non, c'est on va dire que c'est opportuniste. Moi, depuis quelques années, je vais pas dire que je me suis spécialisé, mais j'aime bien les environnements qui ont besoin de se transformer.
où on va dire que les équipes sont pas forcément totalement fonctionnelles, ou en tout cas pas suffisamment, et ont besoin de shifter d'un modèle technologique vers un autre. Et c'est ce qui m'a attiré à l'origine chez Believe, plus que la partie en effet musique et artistique. Je t'ai vu me regarder là quand j'ai parlé de Believe. Je pense que j'ai pas été très complet sur la présentation de ce que fait Believe. Est-ce que tu pourrais me corriger et peut-être le présenter plus à Paul alors? Ouais. Je suis pas étonné. Believe, c'est du B2B, donc d'ailleurs il y a peu de personnes du grand public qui connaissent, même si c'est une grande réussite française. Et en effet, quand les gens vont sur le site ou un peu se renseignent, ils n'arrivent pas à voir exactement l'intégralité du périmètre qu'on couvre. Donc, en effet, c'est une boîte de musique avant toute chose. Ça, c'est sûr. Voilà. Vous êtes dans la musique, vous êtes là pour des artistes. Exactement. Ouais. On gère le recording, la distribution, le publishing, donc les droits d'auteur, le développement de l'audience de nos artistes également. Et la Believe, c'est également un label en nom propre, mais on possède aussi plusieurs labels. En fait, le cœur de métier, c'est de développer les artistes à chaque étape de leur carrière. Donc, que ce soit des artistes émergents, des mid-gamme ou des top artistes. Comme ce qu'on appelait les labels à l'époque. C'est-à-dire que vous allez signer des artistes avec un premier album, vous allez vous occuper de l'enregistrement, de l'image de l'artiste, etc. Donc ça, vous avez quand même ces activités plus traditionnelles. Absolument. Okay. Et aujourd'hui, les artistes, ils ont envie et besoin d'innovation et d'indépendance. Et c'est pour ça qu'on aime à dire qu'on est des entrepreneurs qui travaillons avec des entrepreneurs. Quand on est artiste aujourd'hui ou petit label, on est dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on développe des outils technologiques pour faciliter cette aventure entrepreneuriale. Donc oui, bien sûr, on est là pour leur faire gagner du temps, faire en sorte qu'ils se focus sur leur art et sur le développement de leur audience et de leur fanbase. Et on accompagne encore une fois tout type d'artistes, donc ça va du Mexique à la Thaïlande, du petit au grand, du métal au classique, etc. Genre musical préférentiel. Non, pas du tout. Et on a vraiment vocation à développer les artistes locaux, donc dans leur localisation, et les faire grandir et leur offrir finalement un marché à l'international, ce qui est possible aujourd'hui avec le digital. Ce qui n'était pas possible avant, c'était ce qu'on appelle l'effet long tail, c'est-à-dire se dire je vais essayer de distribuer un petit peu de musique, mais en fait ça coûte très cher de distribuer de la musique, c'est compliqué, ou alors il faut appartenir à un label donné ou être produit, etc. Aujourd'hui avec les outils numériques c'est beaucoup plus simple et en fait cet investissement de départ il est beaucoup plus réduit, donc c'est assez facile je vais pas dire de gagner sa vie, on est loin de ça, mais de commencer à monétiser aujourd'hui par rapport à ce que ça aurait pu être dans le passé. Parce que si on reprend un peu ce modèle-là dans les années 90, un artiste mexicain pour être distribué en Australie, il fallait passer par un label, une major, des distributeurs locaux. Enfin, il y avait tout un système à mettre en place qui était long, compliqué, sans parler de la partie de fabriquer le CD tout simplement, quoi. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu te mets en ligne, j'imagine que c'est peut-être pas si simple que ça, mais quand tu te mets en ligne, nous, typiquement, partage d'écran, on pourrait demain être distribué en Australie sans aucun problème. Je suis sûr que n'importe qui, d'ailleurs, en Australie, on a des auditeurs. On a sans doute des auditeurs en Australie. Voilà, c'est sûr. Il peut nous trouver très facilement. Ok. Et donc, par contre, vous ne faites pas la partie tournée. Vous n'êtes pas tourneur du tout. Vous n'avez pas d'activité de tourneur. Alors, on a une entité qui organise des concerts. Ouais. C'est pas la plus visible alors sur votre... Non, c'est pas la plus visible. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on offre aux artistes une offre end-to-end sur la gestion de leur carrière. Donc, ça inclut également l'organisation de concerts. Voilà. Après, tout ça, c'est des offres qui sont packagées. On a 3 grandes offres différentes, et à l'intérieur de ces offres-là, il y a des curseurs. Il y a des gens qui veulent potentiellement gérer telle ou telle partie eux-mêmes ou avec une autre entité avec qui ils travaillent dans le passé, etc. Mais on a 3 grandes offres. La première, qui est une offre qui s'appelle TuneCore, qui est issue d'une acquisition qu'on a faite il y a une dizaine d'années, dont le headquarter est aux États-Unis aujourd'hui. Ça, c'est une offre totalement digitale. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis musicien du dimanche, ou bien je suis un musicien qui veut rester indépendant, qui ne veut justement pas avoir de label et qui veut gérer sa carrière soi-même. Je vais passer par TuneCore avec un user journey, donc un parcours totalement digitalisé, donc sans humain de l'autre côté, qui va me permettre de distribuer sur tous les grands DSP, donc les digital service providers, les Spotify, les Apple Music, les Amazon, etc. Récupérer mes royalties, etc., etc. Donc ça, c'est l'offre do it yourself.
Ensuite, on a une offre qui s'appelle LAS, qui est Label and Artist Solutions, qui est, on va dire, le gros de notre offre Believe, qui est une offre plutôt à curseur, où là, en effet, on va accompagner avec une forte dimension humaine nos artistes, en s'appuyant sur les outils technologiques que Believe met à disposition. Et la dernière offre, c'est AS ou Artist Services, qui elle concerne les top artistes qui sont chez Believe et qui ont des besoins d'accompagnement spécifiques, des gestions de royalties qui sont spécifiques, etc. Ouais, c'est un peu l'offre enterprise de grosses plateformes. Okay. Ouais, on peut dire ça. Et quels sont un peu tu parlais des grands artistes, pardon, c'était ce que tu voulais demander, je te sens curieux. Non, j'avais une question concernant le référencement des artistes. Comment ça se passe si je suis artiste du dimanche, je fais des reprises folkloriques auvergnates et j'ai envie d'être distribué par Believe. Comment ça se passe? Il faut que j'aille vous voir ou c'est vous qui découvrez les artistes? Eh ben, deux solutions. Soit tu passes par TuneCore, où là tu peux ouvrir un compte demain et commencer à publier ta musique, etc. Il y a des outils aussi de marketing digitaux qui sont à disposition. Voilà. Donc ça, tu peux le faire tout seul. Ça va pas du tout dire que ta musique va fonctionner. Oui, tu peux être distribué en Australie si tu as envie, mais c'est pas pour ça qu'on va te streamer. Voilà. Et l'autre possibilité, c'est en effet de passer par Believe, mais Believe, tu peux pas t'inscrire toi-même. On a des gens qui scoutent les artistes. Tu vas aux soirées organisées, ça. Donc c'est un peu plus, on va dire que ça se fait un peu plus traditionnellement. En revanche, il y a de l'upsell possible entre TuneCore. D'accord. Et Believe. C'est ce que j'allais dire. J'imagine que vous avez quand même un peu des scouts, entre guillemets, en interne, qui voient les artistes côté TuneCore qui ont réussi à monter une communauté, qui sont hyper mis en avant, enfin qui savent se mettre en avant. C'est aussi à vous, j'imagine, d'aller les chercher en disant, écoutez, si vous voulez un accompagnement plus complet, on peut vous emmener sur LAS ou sur AS. Tout à fait, et ça va même au-delà de l'accompagnement, c'est qu'on a des outils digitaux chez Believe qui vont permettre aussi de croître leur audience. Ouais. Et alors moi je suis hyper maintenant tu m'as donné un peu la bouche, j'ai envie de savoir un peu quels sont un peu les top artistes que vous avez chez vous, et puis c'est des artistes dont tu peux nous raconter un peu une histoire que tout le monde pourrait plus ou moins connaître de comment ils sont passés effectivement d'un TuneCore à ce qu'ils sont aujourd'hui. Écoute, on communique pas trop là-dessus. D'accord. Pour être honnête, on a des artistes comme Jul, comme Vianney, voilà, et plein d'autres. On a plusieurs centaines de top artistes chez Believe qui travaillent avec nous et qui sont internationaux. Il n'y a évidemment pas que des Français ou pas que des Américains. On parie beaucoup sur le développement local. C'est-à-dire que nous, on va pas essayer de signer des top artistes dans une localité donnée, je sais pas, en Amérique du Sud ou en Asie par exemple. On va plutôt essayer de découvrir de nouveaux talents et de les faire monter un maximum. Ok. D'accord. Ok. Je savais pas qu'il était passé chez vous. C'est incroyable. D'accord, c'est incroyable. Vous avez vraiment des artistes avec une audience hyper importante. C'est pas du tout. Parce que dans ce qui sont les marques visibles et connues, alors j'ai vu que vous aviez racheté donc Naïve, qui était ça va paraître vieux, dans les années 90, c'est un label qui était quand même hyper mis en avant. Nuclear Blast pour les connaisseurs. Donc ça, c'est des marques assez connues. Mais effectivement, je savais pas qu'il y avait aussi des artistes signés directement par Believe. Enfin, j'avais pas encore en tête les noms d'artistes. Donc d'accord, vous avez vraiment un très beau catalogue. On a un très beau catalogue et on travaille avec un peu plus d'1 350 000 artistes aujourd'hui. Alors ça veut pas dire qu'on est forcément leur label. Bien sûr. Oui, mais sur l'une des trois offres, en tout cas, vous avez un contact avec eux. Ok. Très bien. Donc là, je pense qu'on est pas mal éclairé sur ce que fait Believe. On va continuer à creuser le sujet. Moi, c'est vrai que ce que je te disais un petit peu avant, ma perception de la chose, c'est que vous êtes un peu j'ai encore du mal à savoir si vous êtes un label traditionnel. Enfin, j'ai du mal à savoir. C'est pas la question, mais c'est hyper intéressant comme positionnement. C'est un label traditionnel parce que vous avez des activités, des accompagnements traditionnels, dans le beau sens du terme, ou une boîte tech parce que vous avez des outils de performance pour les artistes. Donc, c'est assez intéressant parce que vous cochez plusieurs cases. Et d'ailleurs, je me demandais, il y a d'autres acteurs comme ça sur le marché qui ont votre ADN très tech, mais label traditionnel? Alors,
je vais te faire une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que historiquement, non, on est les pionniers là-dessus. Believe, ça s'est vraiment construit sur un cœur technologique. Il y a un tout petit peu moins de 20 ans aujourd'hui, qui était le développement d'une supply chain pour la distribution musicale sur les plateformes et d'outils métiers pour la gestion des royalties qui sont un sujet extrêmement complexe. C'est un vrai sujet. Qui est un vrai sujet. Qui est devenu un sujet hyper compliqué, j'imagine, les années passant. Quoi. Déjà oui, au départ. Absolument. Absolument. Entre la différence de contrat, les différences de législation, les différences de devises, etc., etc. Et de supports digitaux. Exactement. Donc ça s'est construit là-dessus. Ça a été une entreprise pionnière pour le coup, Believe. Ok. Donc très tech. Donc très tech et musique à l'origine. Vraiment. Parce que c'est quand même avant tout, encore une fois, une boîte de musique. Mais ça s'est construit vraiment sur un cœur tech. Les années ont passé et on voit la concurrence, ou en tout cas des acteurs qui sont dans la même industrie que nous. Ils ont commencé également à créer leur supply chain, etc., etc. Mais si on regarde l'offre end-to-end qu'offre Believe autour de ces services numériques, on est toujours les premiers aujourd'hui. Ok, ouais. Est-ce que j'imagine, c'est que par contre, entre guillemets, je sais pas si on appelle ça encore les majors, mais en tout cas les grands labels d'édition musicale, se sont pour le coup par contre équipés pour offrir le même type de service que ce que vous offrez à des artistes. Alors oui. Ou ils font appel à vous? Non, ils font pas appel à nous puisque c'est quelque part nos concurrents. Ils se sont équipés. La grosse différence, c'est que Believe, ayant cet ADN tech à l'origine, est aujourd'hui en capacité de massifier. Tout le câblage est fait. Quoi. Ouais, tout le câblage est fait et on sait massifier des offres à l'échelle internationale. Ce qu'ont plus de mal, les acteurs historiques ont plus de mal puisque c'est des gens qui viennent vraiment de la musique et se sont digitalisés après. Alors que nous, on a commencé les deux en même temps finalement. Et c'est hyper marrant parce que ça me fait penser vachement à ce que l'on fait nous avec des acteurs plutôt côté média, côté contenu audiovisuel. Mais c'est pareil quand on accompagne des Paramount Plus qui sont des entités plus traditionnelles qui rentrent dans le digital, c'est pas la même chose que bosser avec un acteur qui va lancer une plateforme demain 100% digital et qui est né là-dedans, type un Netflix. Donc c'est assez marrant parce que tu as le rattrapage d'un côté d'acteurs plus traditionnels qui vont monter, qui ont un énorme catalogue et un reach important, mais qui veulent monter en capacité là-dessus, alors qu'il y a des acteurs qui vont naître dans le digital. Mais c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec Globant. Globant, on dit souvent qu'on est, par rapport à nos concurrents, que je nommerai pas aujourd'hui, mais nous, on est né il y a une vingtaine d'années comme vous, dans le digital. Et c'est vrai qu'on a grandi avec notre premier client. Un de nos premiers clients était Google. Donc en 2000, que je dise pas de bêtises, 2007. Donc on a vraiment grandi avec cet écosystème-là et on aime à dire qu'on est un peu pure player digital comme vous. Mais vous, avec cette casquette d'acteur tech dans la musique et nous d'acteurs tech un peu plus généralistes, quoi. Ouais, et c'est assez flagrant quand on regarde un petit peu l'industrie de la musique aujourd'hui, de peut-être donner un peu plus d'insight sur le positionnement de Believe, parce qu'on parle de digital et de musique. En fait, la musique est très tech depuis assez longtemps sur la partie artistique. Quand on voit ce que les artistes font en concert depuis 50 ans, quand on voit l'avènement des nouvelles technologies dans l'instrumentalisation et les instruments eux-mêmes, etc. Ça a toujours, il y a toujours eu un côté, bidouille technique sur la partie artistique. Si on regarde la partie aujourd'hui streaming. Et qu'on prend les grands acteurs du streaming, c'est des vraies grosses boîtes tech. Ouais. Alors pour le coup, oui. Ouais. Oui. Entre les deux. Donc supply chain, royalties, développement des audiences, etc. Historiquement, c'est assez peu digitalisé finalement cette partie-là, et c'est là où Believe est largement supérieur à la concurrence en termes d'offres de services pour étendre ton audience et donc avoir plus de streams et donc avoir plus de revenus. Tu disais effectivement, vous êtes aujourd'hui cet acteur un peu le pont finalement entre des plateformes tech et des artistes qui sont eux-mêmes un peu des geeks finalement dans leur univers. Et j'ai cru comprendre que vous étiez dans une on parle souvent de transformation digitale et vous étiez et toi tu es à la tête donc de la transfo aujourd'hui chez Believe. Alors quand tu me disais tout à l'heure on est un acteur né il y a une vingtaine d'années très digital. Qu'est-ce que vous transformez vu que vous êtes déjà né dans le digital?
Mais parce qu'on a commencé il y a longtemps. À 20 ans, ça fait longtemps, ok. Voilà, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe, il faut qu'on soit capable de passer à l'échelle sur plusieurs streams. On est arrivé avant les autres sur certains cœurs de métier dans le numérique, ça c'est clair. On a maintenu jusqu'à un moment où aujourd'hui on peut plus améliorer ce qu'on a. Il faut qu'on refasse avec les standards technologiques d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on continue à grossir tous les ans. C'est régulièrement une croissance à 2 chiffres depuis 5 ans, Believe. Donc on traite plus de volume et surtout il y a, alors aujourd'hui rien n'est fait, mais il y a beaucoup de questions autour du spatial audio ou de types de formats comme ça qui multiplient par 20 en termes de distribution et de stockage les assets audio. Et donc ça évidemment sur la supply chain ça a des gros impacts. Le spatial audio, pardon, c'est le Dolby Atmos, donc c'est un format d'écoute spatial audio qui est qu'on pourra avoir sur nos casques que tu peux avoir classiques. sur tes casques, que tu peux avoir sur ta télé, etc. D'accord. Okay. C'est on va dire une gamme supérieure au format traditionnel que peuvent être FLAC ou autre. Donc ça crée une tension évidemment sur les SI. On a également la velléité de gérer l'intégration de pas mal de nos acquisitions passées, parce qu'on a Believe, c'est plusieurs M&A par an. Alors c'est des petites acquisitions de labels ou de catalogues. M&A, merge and acquisition. Ouais. Voilà. Mais on a également fait des acquisitions technologiques d'acteurs qui ont en partie les mêmes assets que les nôtres en termes fonctionnels. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire, c'est réintégrer tout ça autour d'une offre globale pour le groupe à destination de toutes nos entités. Et donc pour ça, oui, on a démarré une grosse transfo technologique. On essaye aussi d'apporter une approche techno-push. Et surtout au temps de la Gen AI aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais Techno-push, pardon. Techno-push, ça veut dire que en fait on va inspirer des usages, la tech va inspirer des usages au métier. Moi, je considère que dans une boîte de musique, c'est pas la tech qui va driver l'innovation, c'est le métier, mais il faut que le métier soit suffisamment acculturé à ce que la tech est en capacité de faire. Okay. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui on a un vrai shift à jouer là-dessus pour montrer que en fait il faut, pour inspirer l'innovation, il faut qu'on inspire l'innovation dans un cadre qui est réaliste. Et on le voit très bien avec la Gen AI où les gens ont l'impression, s'imaginent des cas d'usage qui en fait sont pas cohérents avec la réalité, et on oublie tout un pan de cas d'usage qui eux pourraient avoir de la valeur ajoutée. Donc cette approche techno-push, elle va à l'inverse, ou elle est à côté de l'approche market pool qui en fait drive le business en fonction du marché. Nous, on va également driver l'innovation en poussant les sujets. Tu nous autorises à récupérer ton expression? J'adore techno-push. C'est pas mon expression, c'est l'expression du marché. Je ne l'ai pas inventé du tout. Mais c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, c'est vrai que et trop peu, je trouve, de boîtes se rendent compte de ça en fait, parce que cette réalité-là aujourd'hui, toi, tu pousser les nouveaux usages techno dans n'importe quelle entité, on devrait s'imaginer de faire la même chose, que ce soit un constructeur automobile, que ce soit une institution financière ou une boîte de médias. Il y a cette obligation, parce que la techno va tellement vite aujourd'hui que si tu n'accultures pas, toi, le CTO et tes équipes, les équipes métiers, des nouveaux usages, ils vont s'en partir dans des voies de garage, penser que le Gen AI vont te permettre de révolutionner tes usages, alors qu'en fait, il y a plein d'imitations techniques. Vous avez vraiment ce rôle d'évangéliser, de les accompagner dans le bon sens. Ouais, c'est ce qu'on pousse. Et ce que tu dis est vrai, ça paraît peut-être évident en 2025 de se dire, mais en fait, tout le monde devrait, toutes les boîtes qui reposent sur un cœur technologique, en tout cas pour une partie de leur activité business, devraient adopter en partie cette approche-là. C'est pas le cas, mais c'est pas le cas pour plein de raisons. C'est pas le cas parce que c'est pas forcément l'ADN ou la culture de la boîte. C'est pas le cas parce que en fait, la tech peut être vue comme espèce de centre de coût nécessaire, mais on voit pas tellement la valeur ajoutée, si ce n'est qu'on en a besoin pour faire notre métier. Ouais. Ça peut être dû à plein de choses. Et là où la tech souvent est pas bonne, c'est de montrer la valeur concrète qu'elle apporte. Voilà. À quoi ça sert, le cas d'usage? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va apporter? Ouais, et puis pouvoir faciliter la décision. C'est-à-dire que pousser ces sujets tech, voilà la valeur et le ROI associé. Ça, c'est pas quelque chose qui est évident pour toutes les directions techniques, quoi. Et donc, quelles sont les initiatives, si on va sur un niveau peut-être de granularité plus bas,
quelles sont les initiatives tech que vous avez lancées dans cette transfo? Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment, il y a un enjeu de scalabilité, enfin de mise à l'échelle, aussi de se préparer pour les nouveaux usages audio, donc les nouveaux formats de compression, j'imagine, nouveaux usages, et puis aussi c'est accompagner la croissance de Believe pour pouvoir intégrer au mieux les différentes acquisitions dans l'avenir. Ouais, un peu les trois grands axes. Et puis le techno-push, effectivement. Ouais, aujourd'hui, comment ça se traduit concrètement? Quelles sont les initiatives que tu as lancées? Alors, concrètement, aujourd'hui, on a 2 grands streams qu'on a démarré début 2024 et qu'on finit à fin de cette année. Le premier étant une migration massive vers le cloud Google. Okay. Aujourd'hui, Believe, c'est massivement data center, donc ensemble de données donc autour de Paris, un petit peu sur le cloud Amazon. Aujourd'hui, on rationalise tout et on met tout sur Google Cloud. On en profite pour moderniser une partie des assets pour qu'on va dire qu'ils soient un peu plus cloud native, ou en tout cas voilà, un peu plus orchestrable via les API cloud, exactement, un peu plus adapté. Et le deuxième stream, c'est la réécriture de 2 de nos core products qui sont une partie de la supply chain, donc pour les raisons que j'ai indiquées, et pareil côté gestion des royalties, pour pareil passer à l'échelle, parce que on a quand même des SLS sur le calcul de royalties et sur le déclenchement des paiements, etc. Et il faut qu'on puisse passer à l'échelle. Voilà, et on en profite pour moderniser et l'intérêt de cette migration cloud, elle est pas que financière, parce que migrer vers le cloud en disant ça va coûter moins cher, c'est faux, puisque de toute façon on compare des pommes et des oranges. Les workloads qui sont en data center ne ressemblent pas aux workloads qui sont sur les clouds. Il faut les adapter pour en tirer le meilleur parti. Donc ce qu'on essaye de pousser nous, c'est à budget ISO. On va faire beaucoup plus que ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui. On va délivrer plus vite, dans de meilleures conditions, avec une meilleure qualité, une meilleure sécurité, et des maintenances facilitées, etc., etc. Alors, question, tu as le droit de sortir de la carte Joker, mais pourquoi juste Google Cloud et pas Amazon ou Azure ou OVH ou d'autres? Écoute, là-dessus, on a fait une discovery avec les 3 qu'on appelle hyperscalers, donc Microsoft, Amazon et Google. Voilà, il se trouve que Google a gagné. Au minimum 10 à 15% des effectifs sont sur de la tech. C'est ça. Okay. Ouais. Le ratio, par exemple, est plus fort chez TuneCore, dont l'offre est fortement digitalisée. Mais oui, c'est ça, c'est entre 10 et 15%. Et moins élevé dans les côtés labels, Naïve ou Nuclear Blast, où j'imagine que la partie tech est moindre, donc ça s'équilibre sur 15-20%. Ouais, alors tout l'intérêt justement de faire cette transfo, c'est de construire les services à destination du reste des entités pour qu'elles n'aient pas à le faire. Et l'avantage du cloud, c'est que on peut facilement internationaliser la plateforme. Si on a besoin de points de présence au Mexique, en Amérique du Nord ou en Asie, c'est très facile pour nous de le faire. Ah non, c'est top. Et un truc qu'on n'a pas forcément mis en avant au début, mais c'est une boîte française, Believe. Believe, c'est une boîte française. Ouais, une boîte française. Donc, les fondateurs sont toujours là? Alors, un des cofondateurs, Denis Adgari, est toujours là, toujours aux manettes du groupe. Super, ouais, c'est un moment comme il faut mettre en avant un peu nos réussites à la française et d'accord, écoute, super. Et les équipes sont basées pour la plupart en France ou est-ce que c'est vraiment international? Believe est présent localement dans plus de 50 pays dans le monde. Ensuite, sur la tech, c'est on va dire oui, c'est majoritairement en France. Okay. Il y a on a quelques profils qui sont en Europe, au UK, en Allemagne. Et TuneCore, eux, sont à New York aujourd'hui. Ouais, d'accord. Okay. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris un peu le temps de comprendre un petit peu aujourd'hui les enjeux, parce que c'est vrai que c'était pas, quand on s'est rencontrés, c'était pas naturel de me dire, tiens, quels sont leurs projets de transfo et pourquoi, sachant que c'est une boîte, mais effectivement, t'as mis un petit peu les idées au clair. Moi, je m'intéressais aussi à un deuxième aspect de Believe. Enfin, comment se positionne un artiste jeune qui veut se lancer par rapport aux usages de la tech? Comment aujourd'hui on peut être artiste en intégrant les enjeux techno et digitaux pour se faire connaître et aussi pour produire sa musique? Alors ça, pour le coup, c'est un cœur sujet de Believe sur lequel on accompagne nos artistes. Le jeu étant en fait, notre rôle, c'est de connecter le contenu, donc la création, les artistes,
avec les auditeurs, donc l'audience. Aujourd'hui, les campagnes marketing, elles marchent très souvent sur les réseaux sociaux. On a des outils digitaux, encore une fois, qui nous accompagnent sur le déclenchement de campagnes automatisées, plus ou moins selon les besoins. Tout ça, ça fait partie de l'accompagnement humain dont je te parlais plus tôt, des artistes aujourd'hui. Les artistes, ils vont voir l'offre technologique comme une aide à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ce qui n'est pas leur métier finalement. Ouais. Tu vois, et là on se retrouve avec aussi la gestion des royalties, les label managers, les producteurs, moins ils ont à gérer manuellement les royalties, mieux ils se portent. Les artistes, c'est la même chose. Donc on a également des outils pour leur faciliter le développement d'audience, les conseiller, faire de la prédiction. Là, ça fait 3 mois que t'as pas sorti un truc ou 3 mois et demi. Généralement dans l'industrie, de ce qu'on a pu voir avec la data analytics qu'on fait et dans cette localisation du monde, ce serait permettre de redonner un petit coup de pouce là-dessus. Ça va permettre d'augmenter l'audience, etc. Publier une vidéo ou ça peut être ça peut être plein de choses. Ça peut être sortir un LP, ça peut être une vidéo, ça peut être peut-être commencer à parler du concert futur, etc. Okay. Voilà. Après, ça va au-delà de mon domaine de compétences. Non, bien sûr, mais on est très outillé pour aider le parcours des artistes dans le monde de la musique via en effet tout ce monde digital autour de nous. Qui en effet ne fonctionne pas du tout comme ça pouvait fonctionner il y a 30 ans en termes de comment est-ce que je vais chercher comment est-ce que je vais chercher mes fans, quel est le meilleur moment pour sortir mon album, etc. Ouais. Donc ils sont surtout en recherche comment est-ce qu'on peut les aider sur les choses qui ne sont pas leur cœur de métier, qu'ils n'ont pas envie de faire pour qu'ils se concentrent sur leur art finalement. Ok, donc tu vois pas aujourd'hui comme une déviance, utilisons le mot, je dirais, les enjeux de distribution digitaux qui impacteraient sur la créativité des artistes, pas vraiment. Non. Le grand intérêt de passer via ces outils-là aujourd'hui, c'est que on supprime les intermédiaires aussi. C'est-à-dire que les artistes peuvent parler directement à leur audience, que ce soit via les réseaux sociaux ou via d'autres types de plateformes, ce qui était beaucoup moins facile dans le passé. C'est clair. Quand tu joues dans le bar près de chez toi, pour te faire connaître sur la région, avec nos amis australiens, c'est compliqué. Mais alors, ça me permet de rebondir parce qu'il y a une légende urbaine, il y a un mythe, en tout cas qu'on a essayé de me vendre. En disant, le digital c'est fabuleux pour les artistes parce que ça permet l'émergence de nouveaux talents qui n'auraient jamais pu éclore sans l'arrivée de ces plateformes Spotify, etc. J'ai quand même au fond de moi, oui, ok, j'entends ce son de cloche, mais j'ai quand même un autre son de cloche au fond de moi qui me dit, ouais, mais en fait, aujourd'hui, moi, j'ai un pote qui a un label de musique, Romain, si tu nous écoutes, de musique électro à Berlin, il me dit, mec, moi, je touche 500 balles pour 1 million d'écoutes. Donc, moi, c'est pas avec ça que je vais vivre. Moi, je vis parce que je fais des tournées, parce que je suis résident dans une boîte à Berlin, mais sinon, je ne vis pas de ça. Donc, comment on démystifie un petit peu ça? Est-ce que vraiment ça a permis, donc pour revenir là-dessus, pour revenir sur mes pieds, mais est-ce que ça permet l'émergence d'artistes et de faire découvrir des gens qui ont un talent énorme qu'on n'aurait pas découvert autrement, ou au contraire, effectivement, oui, ça c'est un petit peu le beau discours dans les salons parisiens, mais la réalité c'est qu'en fait, ça tue un peu le business parce que pour en vivre, c'est très compliqué. Pour en vivre, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué. Ça reste très compliqué. Après, si on regarde les chiffres, il y a quelques années, alors prenez avec des pincettes, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément mon cœur d'expertise, mais il y a quelques années, 80% de l'écoute musicale était essentiellement centrée sur les top artistes. Aujourd'hui, c'est plutôt 30%. Donc, il y a quand même une massification du nombre d'artistes au niveau de la musique qui est réel. Après, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut en vivre? Certainement pas. Mais en tout cas, effectivement, ça a démocratisé la découvrabilité de talent. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Échange de mon procédé, je te file l'expression. Mais d'accord, ok. Et il y a un autre truc. C'est pareil, tu réponds si tu veux pas, mais est-ce que vraiment, toi, qui a un petit peu pour le coup les mains dans la supply chain de ces plateformes-là, parce que j'ai vu que Drake s'était plaint de Spotify qui avait mis en avant à mort le morceau de Kendrick où il le traite de tous les noms et balance sur lui. Est-ce que vraiment ces plateformes-là, elles ont le pouvoir de faire ça?
Écoute, il faudrait leur demander. Cela étant, quand tu vois les différentes fonctionnalités qui sont proposées par ces plateformes-là, pour les artistes en direct, oui, bien sûr. Je pense que du moment que tu es propriétaire d'une plateforme, tu peux faire shifter un petit peu ta plateforme vers la gauche ou vers la droite. Tu peux mettre en avant des artistes sans devenir Elon Musk, mais tu peux effectivement orienter. Ouais, bien sûr, mais après, moi, je préjuge pas de la velléité de chacune des plateformes de faire ci ou ça, mais il faut bien voir aussi qu'il y a des partenariats qui sont créés entre ces plateformes et les distributeurs, et les labels, etc. Donc, tout le monde y est gagnant, finalement. Si c'est win-win pour tout le monde, c'est-à-dire que tu mets en avant des artistes, mais que ça génère aussi plus de trafic sur ta plateforme, tout le monde y gagne. Et même les artistes, effectivement, plus indépendants, parce que qui dit plus de trafic sur Spotify, sur Deezer, sur Qobuz, etc., dit aussi plus d'écoute de manière générale et plus d'écoute diversifiée. Bah, bien sûr. Nous, on est en partenariat avec une centaine de plateformes, et évidemment, à l'intérieur de ces partenariats, le grand intérêt, c'est de dire comment est-ce qu'on élargit le nombre de streams. Évidemment, nous, ça va être pour nos artistes, ça va pas être pour ceux des autres. Donc on travaille des partenariats avec ces plateformes-là. Parfois, on développe aussi nous en interne pour avoir des meilleures interconnexions avec ces plateformes-là et nous aider sur le développement de l'audience. Alors, on va rester dans les usages tech, et alors là, ça va être intéressant parce qu'on va mélanger deux expressions, le techno-push et effectivement les artistes geeks entre guillemets. J'écoutais l'autre jour sur France Inter, il y avait eu une interview donc de Aurélien Hérault, qui est donc le directeur de l'innovation chez Deezer, qui expliquait, donc c'était une grande discussion avec la SACEM, enfin tout le monde était là, et qui donnait un chiffre qui m'a interpellé, c'est que aujourd'hui il expliquait que sur Deezer, et j'imagine que c'est la même chose sur d'autres plateformes, 10% des morceaux qui sont publiés sont des morceaux générés à 100% par l'IA. Et avec la petite précision qu'il expliquait très bien qu'il peut y avoir aussi d'autres morceaux dans lesquels l'IA est intervenue dans le processus créatif, mais qu'il ne catégorise pas dans ces 10%. Donc aujourd'hui, 10% du nouveau catalogue, des nouveaux catalogues sont des trucs générés par l'IA. Et vous, qui êtes au service des artistes, ça vous fait pas un peu peur? Enfin, comment vous voyez ça? Alors, peur, non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même en termes, on va dire, éthiques et juridiques, il y a un petit peu un flou. C'est en cours de construction. On discute beaucoup avec donc les DSP sur ces sujets-là. Déjà, savoir qu'est-ce qu'on fait. Qui doit acter aussi sur ce type de soumission? C'est-à-dire que est-ce que c'est le distributeur, est-ce que c'est Believe qui doit prendre la décision de publier ou de ne pas publier, ou est-ce que c'est le DSP qui doit bloquer la musique générée par la avant le DSP, donc avant Deezer, avant Spotify, etc. Tout à fait. Nous, on est de chez vous pour aller vers ces plateformes. Nous, si tu veux, on est le 45 tours ou le CD. Voilà. Et Spotify, c'est le tour de disque ou la platine. Donc voilà. Donc non, là-dessus, il y a beaucoup de discussions. Honnêtement, il y a beaucoup de flou. Nous, on pense qu'il y a une vraie opportunité sur la GenAI pour les artistes, au même titre que les évolutions technologiques qu'il y a pu y avoir dans le monde de la musique, l'arrivée de l'électrique, les synthés, enfin que sais-je. Encore une fois, c'est pas mon cœur de métier. Mais après, il y a un autre sujet sur la musique générée à 100%, en effet, par de la GenAI, qui va poser plein de problématiques de copyright, parce que, encore une fois, il y a une différence entre je vais prendre la GenAI pour m'aider à réorchestrer ou réarranger un morceau ou etc. Ou je fais un album de A à Z, donc a priori sur des données sur lesquelles il a appris, qui sont des données de chanteurs existants, donc quid des droits d'auteur, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Après, aujourd'hui c'est très compliqué. Il y a des techniques. Alors c'est pas du tout foolproof, on détecte pas tout, mais on a quand même une chaîne de validation nous dans notre supply chain. Donc il y a des techniques industrialisées pour essayer de détecter un maximum la musique générée par intelligence artificielle, mais c'est faillible. Ouais, parce que vous êtes aussi hyper exposé. Pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais vous êtes hyper exposé à cela parce que finalement, tu le disais, TuneCore aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention de l'humain. Donc, moi, dans mon coin, j'ai fait un petit morceau sur Sono, comment ça s'appelle, Sono.ai ou ce genre de choses-là. Je le mets dans la supply chain. Si toi, t'as pas fait le travail, entre guillemets, je veux dire, Believe, TuneCore, de m'intercepter sur toutes les plateformes, et... Ouais, alors la réalité est plus complexe que ça.
Il y a savoir déjà, est-ce qu'on considère que la supply chain d'un acteur comme Believe est simplement un tuyau et que Believe n'est pas responsable de ce qui passe dedans ou pas. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Toujours est-il que il y a de la vérification qui est faite, que en cas de doute, on sait faire vérifier de l'humain aussi, et donc de rejeter des uploads. Et on a des équipes data science aussi chez Believe et de data analytics qui créent des produits justement de vérification et de validation, parce qu'on voit aussi les comportements, tu vois. Moi, si un producteur par exemple a pas sorti d'album pendant 2 ans et tout d'un coup il en envoie 10, ça va trigger un red flag. Voilà. Donc j'élargis, enfin c'est un peu grossier ce que je dis, mais voilà, il y a de l'analyse comportementale aussi. C'est ça. Pour vérifier qu'on est dans la tendance traditionnelle et qui va peut-être permettre voilà, c'est peut-être complètement legit, ça l'est peut-être pas, mais on a pas mal d'outils qui nous permettent de lever des red flags, quoi. Et c'est vrai que moi je me disais c'est un danger parce que, alors dis-moi si je me trompe, mais disons que demain si il y a effectivement 10 à 15, 20% des artistes sur les plateformes qui sont des artistes ou des morceaux, des contenus générés par l'IA, je pense pas que l'assiette entre guillemets de royalties va grandir aussi rapidement. Donc finalement, la portion qui va vous être donnée à vous versus des artistes, enfin tu vois, ça crée une certaine forme d'injustice finalement, si c'est pas traité correctement et si c'est pas analysé. Mais tout à fait. Je peux pas te donner plus de réponses que ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un sujet qui est en cours de réflexion côté DSP, côté chez nous, mais tout comme aussi les sujets de se dire est-ce qu'on accepte de diffuser un contenu qui est parfaitement légal, mais qui est peut-être streamé une fois par an et qui, en termes de stockage, etc., nous coûte cher. Est-ce que en termes de plateforme de distribution pour nous et de streaming pour les DSP, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Je dis pas oui, non. Mais c'est des réflexions qui se font également, quoi. Ouais. Et ce qu'on disait avant de démarrer l'enregistrement, c'est que la vérité, vu la vitesse à laquelle vont ces techs, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle qu'on aura dans 6 mois, et vous aurez développé des outils qui seront caducs et il y a tout à refaire. C'est vrai que ça va très très vite. Moi, il y avait, alors, moi, je trouve que la Gen AI, c'est un bon résumé de ce qu'avait dit Bill Gates, je crois, dans les 80, qui dit, on surestime souvent l'impact des nouvelles technologies à court terme et on les sous-estime à long terme. Et je pense qu'avec la Gen AI, on est en plein dedans. Il y a une révolution des usages sur tout ce qui est copilote, donc assistant de productivité personnelle ou pour des process opérationnels, customer support, etc. On a l'impression qu'on est dans une pleine révolution. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une révolution à venir. Je suis pas sûr qu'on soit encore dans une révolution aujourd'hui. Je pense que ça prendra quelques années. Et bien malin est celui qui a la boule de cristal pour savoir comment qu'est-ce qui va shifter suite à cette révolution-là. Moi, je pense qu'il y a des cas d'usage qu'on voit pas aujourd'hui. Il y a des cas d'usage qu'on s'imagine et qui sont pas vrais en termes de valeur ajoutée. Je pense aussi qu'il y a quand même beaucoup de branding autour de l'AI aujourd'hui. Il y a des choses qu'on fait depuis 20 ans, qu'on a rebrandé ces dernières années en AI, mais qu'on faisait déjà avant, que ce soit l'imagerie médicale ou d'autres choses. Alors, c'est clair, et sans parler, en fait, c'est marrant ce que tu dis, c'est exactement ça. En fait, l'IA, on en a depuis plus, depuis les années 70, 80, dans tous, quasiment. En tout cas, moi, je regarde toujours l'angle qui m'intéresse du jeu vidéo, mais dans le jeu vidéo, on fait de l'IA depuis les années 80. Mais c'est vrai que maintenant que la Gen AI est arrivée, que ChatGPT, tout le monde en parle, même ma grand-mère, tout le monde fait de l'IA, quoi. Et tout le monde fait de la Gen AI, et c'est extraordinaire. Et il y en a partout, mais il y en a déjà partout. Il y en a déjà partout. La grosse différence, c'est que là, c'est devenu hyper accessible à tout le monde. Il s'agit d'un prompt, et puis on pose des questions. Faut pas oublier que c'est quand même que de la statistique. Chaque mot est généré parce qu'il est plus probable de venir avant le prochain et après donc il y a c'est pas non plus une vérité vraie. Il y a quand même, nous on voit aujourd'hui dans l'époque qu'on fait, on voit qu'il y a encore beaucoup d'hallucinations sur nos domaines métiers. Ouais. Donc oui, assistant personnel, on peut très bien, si ça te fait gagner 5% de ton temps par jour, c'est évidemment valide. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on voit côté métier, c'est qu'il y a beaucoup d'hallucinations et donc
s'il faut remettre une AI judge pour vérifier ce que la première AI a fait, ou s'il faut de l'humain pour aujourd'hui le rapport de temps gagné il est pas positif pour nous. Alors, ça veut pas dire que dans 6 mois ou dans 1 an on va découvrir des usages ultra intéressants, mais sur la Gen AI en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Et il faut quand même séparer l'AI, on en fait aussi chez Believe, mais il faut séparer la partie AI métier de la partie Gen AI. Ouais, bien sûr, les AI plus traditionnels, du machine learning, ce genre de choses-là que vous faites depuis des années. Ouais, c'est ça, de la prédiction sur les ventes, les achats, les artistes, etc., etc. Et voilà. Donc aujourd'hui, la Gen AI, je pense qu'on est comme la majorité des boîtes, c'est que on POC, on teste, on essaye, etc., etc. Parce qu'il y a un outcome assez rigolo quand même qu'on a vu en faisant ces POC, et notamment sur les assistants de productivité, donc les copilotes, on va dire. C'est que ça fait gagner énormément de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, ou qui, si on se pose la question, on se demande si on sont pas inutiles. Donc finalement, ça pointe le doigt vers certains dysfonctionnements en termes de workflow ou de process qui sont assez marrants. Mais en tout cas, c'est pas demain que Believe va lancer son label Believe AI et que des artistes AI. I Believe. Écoute, Bill et Hive, écoute, pour l'instant, non, mais comme tu dis, les choses vont vite, donc voilà, je ne préjuge de rien, mais non. Okay. Écoute, merci en tout cas d'avoir partagé, d'avoir été aussi ouvert sur ce que traverse aujourd'hui finalement les changements de Believe au niveau tech, que ce soit votre transfo. Digital, au cloud, etc. Mais aussi finalement comment je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est hyper intéressant de voir ton regard en tant que CTO sur effectivement les usages dans la musique, de l'IA, de la Gen AI, ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on fera peut-être demain. Quelles sont les problématiques que vous vous posez, et aussi comment vous répondez et vous faites du techno-push, j'adore ça, auprès des artistes et des métiers, c'est canon. Je crois que tu avais une petite question pour finir, en parlant de musique, on parle de playlist, c'est ça? Ouais, on va comme chaque épisode, on va terminer par la playlist de partage d'écran. On parle médias, gaming et sport. Donc, première question, c'est quel est ton média préféré? Alors, le média que tu voudrais emmener sur une île déserte, un film, un livre. Ouais, je pense que je dirais une série. C'est Breaking Bad. Ok, très bien. Ouais. Bah, bon choix. Je valide le Breaking Bad. Moi. Toi, tu valides pas, j'ai l'impression. Moi, je valide Breaking Bad, mais je valide encore plus Better Call Saul. Mais moi qui. C'est pas ta playlist. Donc voilà, exactement. Tout le monde s'en fout. Côté sport, est-ce que tu as un souvenir sportif, un grand souvenir sportif? Alors, soit toi, tu es un grand sportif et tu as gagné beaucoup de médailles et tu voudrais nous en partager une, soit un sportif de ta vie. Alors non, je ne suis pas un grand sportif. Un souvenir sportif, écoute, oui, j'en ai un. C'est la Coupe du Monde de football et la finale gagnée par la France face au Brésil en 98, qui était le même jour et en même temps que les 20 ans de ma femme. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, tu as fait quoi comme choix? Et donc j'ai fait le choix hybride. J'ai parallélisé les deux. Nous avons ramené une télé dans la salle. Voilà. Ah d'accord. Ok. Super. Ah, c'est génial. En plus, ça peut être la grosse fête, doublée de notre fête. Donc vous avez d'accord. Ouais. Super. Bravo. Super. Et pour terminer, est-ce que je crois que tu es un petit peu gamer quand même, ou alors tu as été gamer et tu joues peut-être encore un peu. Est-ce que c'est quoi ton jeu vidéo culte? Ou ça peut être un souvenir aussi, d'avoir terminé DuckTales avec ton frère sur le canapé, plein de choses. Écoute, je ne joue plus parce que j'ai aucune volonté. Donc si je peux mettre un jeu que j'adore, après je pense que je finis au chômage assez vite. Écoute, ma dernière vraiment, bon ça date, je suis désolé, mais ma dernière vraie expérience où vraiment je me suis éclaté, c'était sur World of Warcraft. Ça te fait ça il y a quelques années, mais j'ai fait ça quasiment que ça pendant 8 mois. Ah. Voilà, donc ça a été un peu mon déclencheur. Je me suis dit bon, faut que j'arrête les MMORPG. Sinon tu serais pas là pour en parler aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Antoine. C'était canon. Franchement, moi j'attendais avec ça avec impatience. J'avais plein de questions et puis. Bon, on commence à savoir que moi j'aime bien les musiques qui font un peu du bruit, donc forcément quand vous avez racheté Nuclear Blast, je voulais absolument savoir qui était derrière Believe et surtout en fait quel est le rôle d'un CTO dans une. Alors,
pas traducteur, mais un label de musique et un label 2.0. Donc c'était en tout cas super enrichissant. Donc merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Et merci à vous. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci Gaël. À bientôt. Au revoir.